Alors, nous avons vu au dernier cours que la portée de l'essai sur l'histoire du Gukansho de Jien dépasse de loin le but auquel on a voulu le confiner, à savoir une sorte de justification historique du déclin du pouvoir impérial et de la nécessité de confier le gouvernement effectif à ce nouveau régent, le Shikken, n'est-ce pas, qui est le shogun de Kamakura. Enfin, le shogun et son Shikken, son régent. Il s'agit bien de l'une des intentions rapprochées, si l'on peut dire, de l'auteur, des intentions immédiates. Mais son intention fondamentale se situe aux confins de la théologie, c'est-à-dire de la bouddhologie, que devrait-on dire dans ce contexte bouddhique, aux confins de la théologie et de la philosophie de l'histoire. À travers les péripéties contemporaines qui constituent le prétexte immédiat de sa réflexion, Jien cherche à dégager la raison occulte qui mène l'histoire. J'emploie ici l'adjectif occulte à dessein, car on trouve souvent repris par Jien, dans un sens sur lequel il conviendra de s'arrêter plus longuement si nous en avions le temps, le terme de myo, occulte, caché, surnaturel, vous le verrez tout de suite dans les citations que je vous donnerai, qui se trouve avant tout dans le vocabulaire bouddhique pour désigner l'action salvatrice des dieux et des Bouddhas, action qui n'est pas immédiatement perceptible ni compréhensible aux humains. Vous connaissez tous le poème de Saicho, n'est-ce pas, ce fameux poème de Wangatatsu Soma, Anokutara Samyaku Sambodai no Hotoke Tachi, Wangatatsu Soma ni Myoga o Arase Tamae. C'est-à-dire, Myoga, c'est le même myo, n'est-ce pas, donner un adjuvant occulte à mon entreprise. N'est-ce pas, donc, ce poème, qui n'est sans doute pas de Saicho, mais qui est attribué à Saicho, qui est presque le poème fondateur des Shakkyoka, vous avez cette idée de l'action occulte des Bouddhas. Donc, Jien étend cet adjectif à l'objet central de sa recherche, le principe, comme vous vous en souvenez, le dori, qui est rendu par lui en japonais par Kotowari, ce qui est tout à fait normal. C'est ce principe, ce moteur occulte de l'histoire, ce sens caché derrière les vicissitudes politiques qu'il s'évertue à définir. Le principe prenant de multiples facettes, si bien qu'on pourrait presque parler des principes lorsqu'ils sont concrétisés dans l'histoire. Nous l'avons certes remarqué, mais il faut y insister, sa réflexion se situe entièrement dans le cadre du bouddhisme. Et vous verrez, la conclusion de ce cours nous le confirmera, je pense, de ce cours d'aujourd'hui. Entièrement et consciemment. Nous voyons qu'il ne se préoccupe pas de reprendre par le menu les grandes lignes de la mythologie fondatrice du Japon, qui est rapportée dans le Nihon Shoki, qu'il connaissait. Il ne mentionne pas le Kojiki. Vous savez que le Kojiki était pratiquement inconnu pendant tout le Moyen-Âge. Mais le Nihon Shoki rapporte aussi la mythologie japonaise. Jien le mentionne, il la connaît. Et bien sûr, il y fait des allusions de loin en loin, mais elles ne sont pas systématiques comme nous l'avons vu. Pleinement conscient de l'action des dieux dans l'histoire, des kamigami, il ne reconnaît ces derniers que comme des émanations des Bouddhas. Et nous avons vu qu'il en est de même de certains personnages de l'histoire japonaise, commencé par Shotoku Taishi, donc émanation de Avalokiteshvara. Il est manifeste que pour lui, l'histoire japonaise, l'histoire sur laquelle il est possible de réfléchir, commence avec l'introduction du bouddhisme. Et que c'est la personne de Shotoku Taishi qui a incarné cette intégration du bouddhisme dans l'histoire du Japon. Vous verrez que je suis obligé de simplifier, dans les citations que nous allons voir, vous verrez qu'il y a que sa position à l'égard de ce qui est antérieur au bouddhisme est très difficile à définir. Donc, l'histoire du Japon commence avec l'établissement parallèle des deux voies, la voie bouddhique et la voie royale. Ce n'est qu'à partir de cette instauration fondamentale que l'on peut commencer à y rechercher l'action du principe. On ne peut que s'interroger sur ce qu'était la situation antérieure. Vous allez voir que Jien y répond de façon un peu difficile à cerner, comme je vous l'ai dit. Jien devait considérer qu'elle échappait totalement aux capacités de l'intelligence humaine, ne relevant que des dieux,
en quelque sorte antérieure à la mise en ordre du Honji Suijaku, donc de l'éthologie de l'émanation des Bouddhas se transformant en Dieu. Cette mise en place est l'un des caractères les plus remarquables de l'essai de Jien. Ce double axe, ne peut se concevoir sans le bouddhisme, ce qui est une la palissade. Mais ce qui est plus étonnant pour nous, c'est que cette lecture bouddhique peut être dite autoréalisatrice, car elle n'est possible qu'après la venue du bouddhisme, bien évidemment. Le bouddhisme confère donc son sens à l'histoire et à la façon de voir l'histoire. L'existence du prince Shotoku devient le point central de cette histoire, et c'est à son aune que seront jugés tous les événements, depuis l'assassinat de Sushun en 592, dont nous avons déjà parlé, jusqu'à l'assassinat de Sanetomo en 1219, qui est le prétexte de ce texte de Jien. Je voulais compléter la bibliographie que je vous ai donnée la semaine dernière en vous rappelant qu'existe depuis 1979 une traduction anglaise du Gukansho par une collaboration dont je vous ai peut-être déjà parlé au premier cours, n'est-ce pas, entre les professeurs Brown et Ishida, The Future and the Past. Alors, vous voyez ici une histoire du Japon écrite en 1219 et remaniée un peu plus tard, comme nous l'avons vu certainement en tout cas en 1221. Je vous ai déjà parlé de la curieuse méthode qui a été utilisée, qui n'est pas inintéressante, c'est-à-dire que le professeur Ishida a fait une version en japonais moderne du texte de Jien que Delmer Brown a traduite en anglais. Alors c'est une traduction en deux paliers qui vous pouvez la trouver sur Google Books. Vous pouvez en lire de très larges extraits sur Google Books et vous verrez qu'il y a parfois lieu de se demander si nous lisons le même texte, ce qui arrive très souvent dans les traductions du japonais en langue occidentale. Il y a des partis pris interprétatifs qui sont tout à fait fondés, mais que je ne peux pas suivre malgré tout ici. Enfin, je vous invite à regarder pour la suite pour les nombreuses autres parties que nous n'avons pu voir lors de ce cours. Le sens de l'histoire, si je peux dire, donc, c'est le principe, le dōri, sur lequel revient inlassablement Jien. Il élabore dans son essai une véritable phénoménologie du principe, qu'il entend rendre opérative, permettant de comprendre l'évolution de l'histoire dans les deux sens, vers le passé, mais aussi vers l'avenir. Et il a aussi une proposition de conseil, n'est-ce pas ? Il veut avoir l'oreille des puissants, il veut que ce qu'il pense de l'histoire et donc des conséquences futures des événements qu'il vit, ce qu'il pense sera entendu par les puissants et permettra d'orienter la politique. Dans ce dernier des trois cours consacrés à cet essai sur l'histoire, il paraît indispensable de revenir sur certains des développements que Jien accorde au dōri, avant d'aborder la question fondamentale pour notre enquête de l'usage que fait Jien de la langue japonaise dans cet ouvrage. Ce sera le thème de la première partie du dernier cours la semaine prochaine. Dans ce 7e et dernier livre du Gukansho, nous trouvons un assez long passage, extrêmement précieux pour comprendre la conception à laquelle est arrivé Jien de l'évolution de la manifestation du principe au cours de l'histoire. Nous lui laisserons donc la parole. Il est important de traduire, de lire et de traduire l'ensemble du passage, vous verrez pourquoi après. Nous lui laissons la parole. Il commence par une brève introduction dont nous connaissons déjà la teneur, mais que je vous répète. Alors, comme d'habitude, je vous donne la version en hiragana qui a été mise sur l'Internet, que je modifie un tout petit peu pour les commodités de la lecture. Je ne vais pas lire à chaque fois le passage, ça nous emmènerait trop loin, mais je vous invite à suivre en même temps que je traduis. De cette façon, donc, si nous voulons établir l'évolution du principe en notre monde, yo no dori no utsuri yuku koto o taten niwa, évidemment,
Le Utsuriyuku, que vous l'avez vu, c'est un mot qui revient constamment, que je traduis souvent par les vicissitudes de l'histoire, les changements, les développements historiques, qui sont vraiment la manifestation, l'intégration du Dōri dans le monde phénoménal, si vous voulez, dans la vérité profane. Yo, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, c'est très réducteur de traduire yo par ce bas monde, ici-bas, dans la langue japonaise du Moyen-Âge. Il a un sens plus riche, mais peut-être plus réduit. Il veut essentiellement dire l'État japonais, non seulement l'État, le gouvernement japonais, mais les gens qui font ce gouvernement, c'est-à-dire la cour, n'est-ce pas? C'est exactement comme en français, nous parlons des gens du monde pour désigner le faubourg Saint-Germain au XIXe siècle, c'est un peu la même chose ici. Donc, si nous voulons établir l'évolution du principe en notre monde, et on pourrait très bien traduire yo ici par l'histoire, même l'histoire du Japon, il faut se rendre compte, sous-entendu, de ce que l'ensemble des entités, Issai no Ho, l'ensemble des entités est soutenu par les deux mots voie et principe, dori toyu nimoji ou futamoji. Il n'existe rien en dehors de cela. C'est une œuvre d'extrême importance. Kiwamareru daiji nite aru nari. Donc c'est une œuvre d'extrême importance que de savoir discerner que même la perversion politique relève du principe. Higagoto no dori naru o shiri wakatsukoto. Cela revient à parcourir vers l'aval, ayumi kudari, n'est-ce pas, en suivant le sens de l'histoire. Cela revient à parcourir vers l'aval l'évolution, c'est-à-dire la voie michi de ce principe, du début à la fin de notre âge cosmique. Kosho yori go matsu e. De même, cela revient aussi à suivre la progression descendante des grands comme des petits royaumes, encore une fois, Kudari Yoku, la progression descendante des grands comme des petits royaumes, du début à la fin. Grand et petit royaume signifie ici certainement avant tout la Chine et le Japon. Pour établir ce principe, et afin de permettre à ceux qui ne comprennent pas de comprendre, je vais en décrire de façon facilement compréhensible. Vous voyez qu'il utilise souvent ce terme kokoro, n'est-ce pas, pour traduire la compréhension, la persuasion qu'ont les gens après avoir écouté une démonstration. Je vais en décrire de façon facilement compréhensible les divers aspects, donc les samazama, n'est-ce pas, yo-yo samazama naruo, etc. Donc, si nous prenons le sens le composé daiji que nous voyons ici, n'est-ce pas, à la cinquième ligne, dans son sens fort de grande œuvre, évidemment en japonais moderne, et les commentateurs, traducteurs le comprennent dans le sens habituel japonais de ce qui est important. C'est daijini, une sorte d'adjectif, n'est-ce pas? Mais daiji, dans le Sutra du Lotus et dans les textes japonais Tendai, que Jien connaît très bien, a un sens beaucoup plus fort qui est le grand œuvre, n'est-ce pas, le sens de la venue au monde du Bouddha. Alors, si nous prenons le composé daiji dans son sens fort de grand œuvre, nous voyons ce qu'est pour Jien le travail d'historien. Il ne se présente pas explicitement lui-même en qualité d'historien, mais le début du livre 7, où il se situe dans la lignée des grands travaux historiques chinois et japonais, ne laisse pas de doute sur le fait que pour lui, la doctrine bouddhique qu'il pratique lui permet de faire aussi œuvre d'historien. Au début du livre 7, il y a une liste des travaux dans lesquels il se situe. Ce sont tous les grands historiens chinois et les grandes histoires historiques, les grandes œuvres historiques japonaises en chinois classique, n'est-ce pas, en sino-japonais. Nous reviendrons très brièvement là-dessus au prochain cours. Donc l'intelligence du principe permet de descendre comme de remonter le cours de l'histoire. Comprendre le système qui sous-tend l'histoire donne à l'historien théologien des possibilités qui apparaissent comme surnaturelles aux profanes, pour ce qui est d'en déduire les conséquences, qu'elles soient passées au futur. Tout aussi important, le fait que ce qui apparaît aux spectateurs naïfs du théâtre de l'histoire comme des actes dépravés, pervers, impies, abominables, higagoto,
est en réalité aussi complètement inclus dans le principe que les actes vertueux. Rien n'est en dehors du principe, comme il le dit. Après ce préambule, et vous savez, vous souvenez, nous avions examiné les deux premières lignes en comparaison avec l'un des poèmes que Jien donne dans son Naniwa Hyakushu, sa centurie sur Naniwa, où il donne presque exactement la même phrase Issai no ho wa tada dori to iu futamoji ga motsunari. Il le donne comme un vers de poème, c'est exactement la même chose. Et vous vous souvenez que Do, Michi, c'est la voix de Bouddha, et que Ri, Kotowari, c'est Hosho, n'est-ce pas? La dharmata, l'essence du dharma, l'essence des choses et l'essence telle qu'elle existe dans le Hokkai, le dharmadhatu, c'est-à-dire le plan dans lequel se situe l'ultime corps de Bouddha. Vous voyez aussi cette allusion, nous y reviendrons peut-être très brièvement à la fin, sur le Go-sho, n'est-ce pas, Go-matsu. Il interprète l'histoire japonaise. Alors là, il y a un très intéressant mixte, si j'ose dire, de la cosmologie mythologique japonaise. Vous savez que le Nihon Shoki commence par la phrase sur la séparation du ciel et de la terre, c'est-à-dire à la mode chinoise, pour embrayer assez rapidement sur l'histoire du Japon même, c'est-à-dire le Japon fondé par les gouttes de vase qui tombent de la lance des deux divinités primordiales, n'est-ce pas, Izanagi et Izanami. Ça, c'est la mythologie du Nihon Shoki, et vous voyez qu'ici, Jien parle du concept de Go, c'est-à-dire le kalpa, l'âge cosmique, qui est un concept entièrement indien, bouddhique, qui n'a rien à voir avec la cosmologie ni chinoise ni japonaise, et qui se fonde sur une sorte d'idée de l'éternel retour. Le monde est, sans reprendre le sketch de Pierre Dac, dont vous vous souvenez peut-être, n'est-ce pas, Brahma la création, Shiva la destruction et Vishnu la paix. C'est à peu près la même. Ce Go est quelque chose d'extraordinairement lourd qui ne concerne pas seulement le Japon, mais l'ensemble des mondes. Et ici, il y a une sorte de réduction que fait Jien de façon extraordinairement impressionnante pour nous, n'est-ce pas? Il réduit, il augmente, il étend l'histoire du Japon à la dimension de l'âge cosmique, ou bien il réduit l'âge cosmique à la dimension japonaise. Et il le fait sans justification particulière. Pour lui, cela coule de source. C'est une idée vraiment intéressante qui est tout à fait représentative de son univers mental. Donc, après ce préambule, Jien va en 7 paragraphes, clairement numérotés de 1 à 7 dans le texte chinois même, n'est-ce pas, décrire les modalités de la manifestation du principe dans l'histoire, de son caractère visible et donc intelligible, variant selon les générations impériales. Ce qui explique pourquoi les traducteurs anglais parlent parfois des principes. Alors évidemment, les traducteurs japonais ne distinguent pas le singulier du pluriel, mais on voit bien dans les versions japonaises modernes, je vous ai signalé celle de M. Osumi Kazuo, qui est très intéressante et que je vous invite à consulter et sur laquelle vous pouvez travailler parce que le texte de Jien lui-même est un peu difficile. Pour lui, il est clair, bien que, je vous dis, le nombre n'est pas représenté quand on n'en a pas besoin en japonais, il est clair que pour lui, le principe est un concept unique, simplement il varie dans sa manifestation phénoménale. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte, n'est-ce pas? Donc voici le premier, Myogen ou Myoken ou Myogen Wago Shite. Alors voici sa conception non explicitée, mais quand même on peut avoir une idée de ce qui se passe. Wago, c'est être complètement confondu, uni dans une fusion, dans une fusion sur laquelle on n'a pas prise, n'est-ce pas? Et c'est un concept qu'on trouve aussi dans des textes non bouddhiques chinois, mais en japonais, c'est avant tout dans le contexte bouddhique qu'on le trouve. Donc, au début, occulte et manifeste étant unis et confondus, le principe est engagé dans le monde en tant que principe.
voyez, Dori o Dori nite Tosu sama wa hajime nari. Le Tosu, alors évidemment, Tosu est un transitif ici. On ne sait pas qui, je l'ai traduit par un passif, on ne sait pas qui le fait passer, c'est le principe lui-même, ou alors si on peut dire que ce sont les dieux et les dieux et les Bouddhas qui en sont garants, qui font passer. Tosu ne veut pas dire seulement passer, mais étant à l'ensemble, n'est-ce pas? Tong Tsu veut dire, ne désigne pas simplement une pénétration réduite, mais c'est pervasive, comme on dirait en anglais, fuhen, n'est-ce pas? Donc, le principe étant dans son essence même l'union des deux dimensions, elle est dans toute l'histoire. Et il dit, il conclut, Korewa Jimmu yori Jusandai Madeka. Voilà. Cela va sans doute de Jimmu, le premier empereur mythique bien sûr, au 13e souverain, c'est-à-dire à l'empereur Semu, qui n'est pas datable, ce sont ces empereurs qui sont historiques, mais sur lesquels qui sont présentés comme historiques, mais sur lesquels nous n'avons rien, qui seraient situés autour du IIe siècle après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, ce que nous avons déjà lu nous permet facilement de comprendre que le terme d'occulte désignant tout ce qui relève des dieux et des Bouddhas correspond aussi à la vérité authentique, Shintai, le manifeste étant le phénoménal et donc la vérité profane, c'est-à-dire Zoktai. Les 13 premiers règnes sont encore marqués par la proximité du divin originel et il n'y a pas encore de séparation des ordres. Évidemment, les dieux étant Amaterasu, qui donne en quelque sorte le départ de l'histoire japonaise, puisqu'elle est je vous ai dit, la grand-mère de Ninigi no Mikoto, qui est lui-même l'arrière-grand-père de l'empereur Jimmu. Eh bien, disons que les premières manifestations historiques sont tout entières situées dans la dimension occulte des Shimbutsu, n'est-ce pas, des dieux et des Bouddhas. Lu littéralement, cette époque se définit par la même idée de la non-séparation des deux vérités sous l'aspect de la doctrine parfaite, sur laquelle nous avions déjà dit quelques mots auparavant. Nous avons déjà rencontré la locution Myogen, vous vous en souvenez peut-être, dans le Musoki de Jien, sa relation du rêve. Elle correspond à une double division. Une division en quelque sorte verticale, c'est-à-dire entre la dimension des dieux et des Bouddhas d'une part et la dimension mondaine de l'autre, les Bouddhas et dieux étant l'occulte et le Yononaka étant le Ken, mais il y a aussi une dimension horizontale, si on peut l'appeler comme cela, entre ésotérisme et exotérique. C'était le sens plutôt dans le Musoki, n'est-ce pas? Entre la pensée scolastique et le rituel opératif. C'était celle qui était donc dans la relation du rêve. Et ici, bien sûr, nous sommes clairement dans le premier sens, c'est la relation verticale entre les deux concepts. Alors, en deuxième lieu, et vous allez voir, nous allons revenir dessus à la fin, mais vous allez voir que cette septuple division est très intrigante. J'attire votre attention sur les trois premières qui vont manier le même concept de Myo et Ken et la suite. Alors voici la seconde. Alors nous avons aussi le principe selon lequel les hommes agissant dans nous avons aussi le principe que les hommes qui agissent dans le manifeste, n'est-ce pas, Ken no Shito, ne peuvent comprendre, encore une fois, Kokoro-u, vous voyez, ne peuvent comprendre, en ce que le principe occulte se développe avec rapidité et fluidité. C'est yuku yuku tu utsuri yuku. Cela fait que le début et la suite, le commencement et la fin diffèrent l'un de l'autre, que le bien ne se poursuive pas tout uniment comme bien, yokimo yokute torazu, warokimo warokute hatenu, et que le mal ne reste pas jusqu'au bout comme mal, ce qui n'est pas compréhensible des humains. Cela va sans doute de l'empereur Chuai du IIIe siècle, le mari de l'impératrice Jingu, jusqu'à Kimmei au VIe siècle, au moment où le bouddhisme arrive au Japon.
Alors vous voyez que c'est assez. Là encore, JN ne s'étend pas, n'est-ce pas? Il le dit très rapidement, il donne quelques indications. Ce qui est clair, sur lequel il va revenir aussi à la fin, c'est que dans cette seconde période où l'histoire, en quelque sorte l'histoire phénoménale, prend de plus en plus de place, eh bien le dōri, le sens du dōri, commence à devenir flou, n'est-ce pas? Il s'affaiblit et l'on voit que il y a des inversions, des inversions de valeurs inattendues dans les événements historiques. Évidemment, nous en avons vu quelques-uns, mais ici encore, je ne pense pas que JN suive strictement les événements de l'histoire pour justifier chacune de ces assertions ici. Mais si l'on pense, comme il parle de l'empereur Chuai, évidemment, on peut penser que c'est l'affaire de l'invasion, de la conquête de Shiragi, du royaume coréen de Silla, que Chuai devait effectuer et qu'il a hésité à faire. Il a renoncé à le faire. Et malgré un oracle divin qui incitait à cette conquête. Les kami, il y avait un taksen, n'est-ce pas, un poème, un signe divin qui montrait que le myo no dori, n'est-ce pas, l'intention occulte, était là et qu'elle avait été communiquée aux hommes. Et Chuai meurt, et c'est Jingu, l'impératrice, qui était enceinte, et vous connaissez la célèbre histoire, elle met une pierre sur son vêtement pour s'empêcher d'accoucher le temps d'aller conquérir Shiragi, n'est-ce pas? Alors on voit, donc, il voit que des hommes de gouvernement refusent de suivre la volonté manifeste des dieux. C'est sans doute à cela qu'il fait allusion ici. Donc, dans ces règnes déjà éloignés de la fusion primordiale, le wago primordial, le versant occulte du principe continue bien sûr son action, imperceptible aux hommes, ce qui crée l'incompréhension, comme celle dont fait preuve Chuai, car les développements politiques changent de signe, si l'on peut dire, à mesure qu'ils évoluent. Un bien peut se terminer en mal et vice-versa. Chuai, donc l'époux malchanceux de Jingu, en est un exemple. Lui qui aurait dû conquérir le royaume de Shiragi, de Silla, a regimbé devant l'ampleur et le danger de l'entreprise, alors que sa femme, croyant en le soutien révélé par les dieux, reprit l'épée à la mort de l'empereur et vogua vers la péninsule alors qu'elle était enceinte. Vient ensuite une étape où l'écart entre les deux ordres s'élargit. C'est la troisième étape. Alors que tous admettent Dori kana to minabito yurushite aredo, tous admettent le principe dans la dimension manifeste, il s'agit d'un principe non conforme à l'intention des entités occultes. Myoshu, le Myoshu désigne ici les Bouddhas et les dieux, de Onkokoro niwa kanawanu dori nari. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'un autre principe, mais d'un aspect du principe, l'aspect manifeste. Ce que l'on a accompli en pensant qu'il s'agissait du bien, Yoshi tomoite shitsuru koto, ce que l'on a accompli en pensant qu'il s'agissait du bien, fait ensuite inévitablement, kanazu gokai no arunari, fait ensuite inévitablement l'objet de remords. Ceux qui avaient agi alors en pensant qu'il s'agissait du principe se rendent compte de leur erreur plus tard en y repensant. Omoi awasete. Ce omoi awasu est un terme que l'on trouve très fréquemment. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dirai encore tout à l'heure parce qu'on le trouve très souvent. C'est vraiment le principe même de la réflexion de Jien. Cela va sans doute du règne de Bidatsu au Mido Kampaku, le régent de l'empereur retiré Go-Ichijo. Alors évidemment, le Mido Kampaku, c'est Michinaga, n'est-ce pas, qui est la grande personnalité de la période définie par Jien. Vous voyez qu'à chaque identification qu'il fait dans les 7 niveaux, n'est-ce pas, finit par un K
madeka, une espèce d'interrogatif qui indique simplement le dubitatif. Il faut traduire simplement par sans doute. C'est probablement. C'est une affirmation atténuée. C'est une expression qu'on trouve très souvent dans les disputations Tendai. Et comme Jien est le patriarche du Tendai, il est formé aux disputations et il utilise ce même vocabulaire. Donc c'est une affirmation nuancée. La personne de Fujiwara no Michinaga, donc le Mido Kampaku, de 966-1027, qui est sans doute l'homme d'État le plus important de l'époque de Heian, qui détint le pouvoir pendant 30 ans. Il était connu sous le surnom de Mido no Kampaku, en lien avec sa résidence du quartier de Kyogoku à Kyoto. Et c'est en cette résidence que naquit l'empereur Go-Ichijo, qui est donné ici, n'est-ce pas, qui était le petit-fils de Michinaga, et 4 de ses filles de Michinaga qui devinrent impératrices. Il installa son petit-fils, Go-Ichijo, sur le trône en 1017 et lui fit épouser l'une de ses filles. Vous voyez encore une fois l'imbroglio familial. Et il est curieux que Jien, qui, comme de bien entendu, accorde une grande place à l'action de Michinaga dans son essai, il en parle constamment, ne reprend pas, dans les livres 4 et 5, ne reprend pas à ce sujet les doutes qu'il avait exprimés à propos du mariage semi-incestueux de Bidatsu et de Suiko. On voit tout de même que Bidatsu commence cette période, mais il est certain que ce n'est pas la raison primordiale de ce découpage. Encore que l'on peut dire que les remords, etc., nous mettent dans l'ambiance de ce que nous avions vu la dernière fois à propos de Shotoku Taishi, n'est-ce pas? On se rappellera aussi que Jien lui-même et son frère aîné, bien sûr, à plus forte raison Kanezane, sont les deux descendants directs de Michinaga, de Fujiwara no Michinaga, en suivant les générations Yorimichi, Morozane, Moromichi, Tadazane, Tadamichi, Kanezane. Cette troisième étape coïncide donc avec le sommet de l'influence des Fujiwara en tant que lignée des régents, des Kampaku, Seisho Kampaku, désignés dès l'âge des dieux, vous vous en souvenez, pour être les soutiens du pouvoir impérial au cours des âges. On remarquera que la symbiose des deux dimensions, occulte et manifeste, du Dori tel qu'il se déploie dans l'histoire, le Utsuri Yuku, encore une fois, n'est expressément mentionné par Jien que jusqu'à cette troisième étape, et qu'il n'y revient plus dans les 4 suivantes. Dans la première et la deuxième étape, avant l'arrivée du bouddhisme, nous pouvions penser que la dimension occulte renvoyait avant tout à l'action des dieux. Nous savons bien sûr que ces dieux étaient des émanations des Bouddhas et Bodhisattvas, mais leur modalité opérative est l'action des kami eux-mêmes. Dans la troisième, qui commence avec le règne de l'empereur Kimmei, donc le bouddhisme est désormais ouvertement présent et actif dans l'histoire japonaise. Et nous constatons aussi que, selon Jien, c'est à partir de cette troisième étape, explicitement bouddhique, que le décalage entre occulte et manifeste se fait plus radical. Et après cela, Jien n'y revient plus. C'est-à-dire que le Myoken va jusque-là, n'est-ce pas? Jusqu'à la troisième étape, c'est, disons, coïncide avec Bidatsu, donc de la fin du VIe siècle, jusqu'au sommet de l'état du pouvoir impérial secondé par les régents à l'époque de Heian. Et c'est en même temps le moment où le bouddhisme agit dans l'histoire. C'est une conception assez curieuse. Le bouddhisme était en quelque sorte le révélateur de la double dimension. C'est pour ça qu'auparavant, elles étaient wago, n'est-ce pas, elles étaient fusionnées. Et à partir de là, les choses vont se précipiter, et alors que tout à l'heure il prenait l'histoire par grands pans, il la découpe maintenant en périodes beaucoup plus brèves, et même vous allez voir qu'à la fin, il n'y a pratiquement plus de période, c'est le contemporain. Donc voici la quatrième. Alors que dans les dispositions politiques prises à telle époque, c'est pas, Toji désigne l'époque à chaque fois, on dirait maintenant à la radio le temps T, n'est-ce pas? Alors que dans les dispositions politiques prises à telle époque, ceux qui les prennent comme les autres, waremo hitomo, ware c'est l'agissant, n'est-ce pas? Cela revient à chaque fois, de ware hito, la personne qui est responsable, qui est aux affaires, et ceux de l'entourage.
Donc, alors que dans les dispositions politiques prises à telle époque, sata, nous l'avons vu plusieurs fois, c'est aussi un terme souvent utilisé par JN, ce sont les dispositions, les actions politiques, les relations que l'on fait aussi, ça a un sens oral, n'est-ce pas, mais la plupart du temps, ce sont les mesures en quelque sorte. Donc, alors que dans les dispositions politiques prises à telle époque, ceux qui les prennent, comme les autres, estiment qu'il s'agit du bon principe, yoki dori, surgit un sage, chi arushito no hidekite, ça c'est très intéressant, nous reverrons une locution voisine tout à l'heure, pour déclarer que ces dispositions sont dépourvues de sens, c'est-à-dire de justification, kore koso iware nakere. Et à ce moment, on y réfléchit et comprend qu'il en est réellement ainsi, ce qui constitue le principe. Omoi kaesu, le fait de, c'est hanse, n'est-ce pas, le fait de reconsidérer pour changer d'orientation, cela constitue le principe. Il s'agit là du principe tel qu'il doit exister profondément chez ceux de la fin des temps. Voici qu'apparaît le terme crucial, yo no sue no shito no fukaku, arubeki yo no dori nari. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans le temps de la fin de la loi. Cela va sans doute du seigneur Duji jusqu'à l'empereur Go-Toba. Toba-no-in, pardon. J'anticipe un peu l'histoire. Donc je vous ai donné les dates ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est Fujiwara no Yorimichi, 992-1074, et jusqu'à l'époque de Jien. Donc cette quatrième période commence avec Yorimichi, fils de Michinaga, que je viens de vous le dire, qui put jouir de la dernière période de complet pouvoir des Fujiwara, alors que les Taira et les Minamoto commençaient à empiéter sur leurs prérogatives. L'empereur Toba meurt à peu près à la naissance de Jien. Jien est né en 1155, Toba meurt en 1156. Et les étapes qui suivent seront donc celles qu'il a vécues lui-même, Jien. Mais nous voyons ici, comme le souligne l'emploi de la locution yo no sue no shito, qu'il considère que désormais le monde est entré dans la période de la fin de la loi, Mappo-ji, n'est-ce pas, Mappo no Jidai, qui est considérée généralement au Japon, nous l'avons vu il y a quelque temps, comme ayant commencé en 1052. Je ne reviens pas sur les calculs qui ont mené à cela, mais c'était une idée très largement répandue. La loi parfaite, la loi telle qu'elle était représentée par la transmission du lotus, eh bien, s'effondre en 1052. C'est cette période. Alors, vous voyez évidemment que cela coïncide avec le fait que les termes de Myo et Ken n'apparaissent plus. Les traducteurs anglais considèrent que le sage, ou les sages dont il est question ici, concerne un personnage bien précis, l'empereur Go-Sanjo, mort en 1073, en raison de ce que Jien dit sur lui dans son essai. On s'accorde à lui reconnaître un engagement réel et vigoureux dans les affaires de l'État, ce qui était rare de la part des empereurs de l'époque, qui s'en remettaient bien sûr aux régents. On pourrait peut-être étendre le propos. Si l'on considère que ce livre 7 est consacré à une réflexion d'ensemble, et estimer que les gens pourvus de sagesse, un pluriel, chi arushito, je pense qu'en japonais on comprendrait naturellement comme un pluriel ici, sont non seulement de rares souverains, mais aussi les religieux qui sont les seuls capables de juger de la correspondance entre l'action politique mondaine et le dori, fondé sur l'équilibre des deux lois. Et nous verrons à la fin une locution proche de ce chi arushito qui désigne simplement Jien lui-même. Donc, je vous soumets cette idée. À présent que nous sommes entrés dans la période de la fin de la loi, la perception du principe se fait de plus en plus aléatoire. Tant que l'on pouvait le scruter dans l'action du double axe traditionnel empereur-régent pour l'évolution de l'histoire et dans les rapports entre les deux lois, il était loisible d'espérer que l'action de la sagesse suffirait à mener au juste discernement. Mais à présent, le paradigme, dirait-on, est bouleversé, avec l'apparition de nouvelles forces avec lesquelles il faut compter. Et c'est la cinquième période.
Dès le début, Hajime Yori, alors là on parle ici du début de la période et non pas de l'âge cosmique, les forces se sont dispersées en deux factions ou deux fractions. Gi ryoho ni wakarete. Alors ce gi est compris de façon diverse par les traducteurs. Je ne pense pas qu'il faille comprendre le gi avec le remplacer par le caractère avec la clé de la parole, n'est-ce pas, le rongi ou giron plutôt, c'est-à-dire les discussions, les discussions politiques cette fois. Alors, les traducteurs anglais noient un peu le poisson, mais ils parlent de groupe, enfin, le ryoho ni wakarete, n'est-ce pas? En réalité, le sens de gi ici est manifeste si l'on se souvient encore une fois que Jien est un grand érudit du Tendai, de la scolastique Tendai, et Gi correspond plus ou moins au sanskrit Vyuha, enfin ça n'a aucune importance pour nous, mais puisque Jien ne connaissait pas le sanskrit, mais ça veut dire dans le sens de disposition, la disposition d'un système, la disposition des lieux, la disposition ici des factions justement. Et on peut donc traduire les forces, j'ai traduit ça donc par les forces sont disposées en deux factions, en deux fractions, même on pourrait jouer sur les deux sens, lesquels se disputent violemment. Hishi-hishito ronjite. C'est évidemment à cause du ron qui est ici que M. Osumi a proposé d'interpréter Gi comme Giron, n'est-ce pas? Et se disputent violemment et s'ébranlent, yuri-yuku. Et comme de bien entendu, Sasugani, le principe étant un, dori wa shitotsu koso areba, vous voyez bien qu'il s'agit bien de l'unicité du principe fondamental, n'est-ce pas? Ici c'est écrit noir sur blanc. Le principe étant un, dominé dans la discussion visant ton principe, selon dori et i kachite, n'est-ce pas, gagné dans le débat rhétorique, relève en soi du principe à mettre en œuvre. Okonao dori nari. C'est-à-dire que la faction gagnante par son bagou, par sa rhétorique, eh bien, incarne le dori phénoménal qui est dans l'histoire. Okonao dori, n'est-ce pas, le dori à mettre en pratique. Cela ne revient pas à connaître fondamentalement le principe. Jitai ni dori o shireru niwa arane domo. Mais il s'agit du principe opératif. Lorsqu'un homme pourvu de l'autorité souhaitable devient chef, shikaru bekute, itoku aru hito no shujin naru toki wa kore o mochiuru dori nari. Je traduis mochiuru dori par le principe opératif. Tel est sans doute ce qui se voit à l'âge des guerriers jusqu'à Minamoto no Yoritomo, le fondateur du shogunat. Il est évident pour tout lecteur que les deux factions ici mentionnées sont les deux clans qui se disputent le pouvoir dans cette époque éminemment troublée, les Taira et les Minamoto. Jien semble optimiste lorsqu'il paraît attribuer l'établissement d'un principe opérationnel à la victoire dans les discussions, i-kachite. Ce n'est pas à ses talents de rhéteur que l'on attribue généralement la victoire de Minamoto no Yoritomo, n'est-ce pas, 1199, le premier shogun de Kamakura, mais à ses talents guerriers. Comme d'habitude, Jien est d'une telle concision dans sa réflexion qu'il en est obligé de déployer ses idées pour en retrouver la cohérence. On peut penser que les discussions auxquelles il fait allusion sont celles menées par les partisans des deux factions à la cour impériale, dans les milieux qu'il fréquentait, où il était lui-même une autorité. L'on pourrait clarifier ainsi son raisonnement. Les discussions mettent en lumière le principe, celui qui est défendu par le vainqueur du débat, et l'homme politique providentiel, pourvu d'autorité, qui sait reprendre pour lui ce principe afin de l'appliquer, quand bien même il n'en a pas originellement connaissance, n'est-ce pas, le jitai, doit avoir naturellement le pouvoir. Nous voyons ici d'ailleurs transparaître le goût invétéré de Jien pour le débat, pour la disputation, que nous avons déjà souligné au cours du séminaire lorsque nous avons lu ces notes sur un rêve, le Musoki, et que nous retrouverons au séminaire, malheureusement pas ici, car nous n'aurons pas le temps de l'aborder dans ces cours, à la fin de ce livre 7, où il y aura une dispute, un débat.
Ici encore, si nous en avions le temps, nous pourrions mettre davantage en lumière les rapports entre la pensée scolastique qui soutient la réflexion de JN et l'application qu'il en fait dans le domaine réel pour nous, profanes que nous sommes, mais phénoménal en son manque de réalité, le domaine où se déploie l'histoire. Si la locution jitai, n'est-ce pas, tsuchi et tai, karada, peut simplement signifier moto-moto en japonais, c'est-à-dire originellement un simple adverbe, en son sens plein, il signifie la substance foncière. Et l'on ne peut que constater que le verbe mochiu, qui est à la fin, n'est-ce pas, mochiuru dori, est relié au mot tai par l'intermédiaire du caractère yu, le troisième ici, n'est-ce pas, qui en est la lecture phonétique. Yo en lecture kaon, yu en lecture gon. Il signifie l'opérativité, l'application, la mise en œuvre phénoménale. Et en scolastique, il forme un couple contrastif avec tai, tai, so, new, et souvent tai et you, c'est-à-dire la substance, so, les marques distinctives par laquelle on peut saisir la substance, et you, la mise en application, l'opération de la substance. Vous voyez que dans la même phrase, JN met, alors je ne vais pas dire inconsciemment, je ne veux pas pénétrer son inconscient, mais il a plutôt des automatismes d'écriture en tant que grand moine du Tendai, et pour lui, ce vocabulaire vient tout naturellement. Jitai est évidemment à prendre au sens de moto-moto, mais aussi à prendre dans le sens de substance. Et you s'éclaircit alors considérablement. Donc, si nous suivons correctement JN, la discussion, le ron, n'est-ce pas, pallie l'absence de connaissance du hontai, jitai et hontai, n'est-ce pas, de la réalité fondamentale, en permettant une action adéquate au cœur d'une période marquée par l'impossibilité de réaliser complètement les enseignements des écritures bouddhiques. La sixième étape est inévitablement fort proche de la précédente, car nous sommes désormais dans la période présente, dans le présent de JN. Et JN ne peut que montrer que les événements se précipitent. Sa pensée présente en cela certains éléments apocalyptiques, de façon inévitable, pourrait-on dire, car les temps que nous vivons sont forcément les derniers, du moins pour nous qui les vivons, et c'est évidemment le cas pour JN. Quoi qu'il en soit, la sixième période est encore plus sombre. Sixième, il devient impossible de distinguer les événements de la situation tels qu'ils sont. Kaku no gotoku fumbetsu shigatakute. Difficile veut dire impossible, n'est-ce pas? Alors, évidemment, ici aussi, il faut comprendre ce kaku no gotoku. Si on le dit tel quel, ça n'a, oui, on peut, tel qu'ils sont, mais c'est en réalité, comme vous le savez, la lecture kun, la lecture explicative de la locution nyose. Nyose, c'est-à-dire les 10 incités, les incités qui sont au nombre de 10, qui sont énumérés au début du chapitre 2 du Sutra du Lotus. Là aussi, ne l'emploie pas à la légère. Kaku no gotoku fumbetsu si, nyose fumbetsu, c'est la sagesse ultime du Bouddha qui permet de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il est impossible, dans une période où la loi bouddhique est impossible à réaliser, de voir les choses telles qu'elles sont. J'ajoute que les objets de nyose, c'est-à-dire vous avez nyose tai, n'est-ce pas, nyose so, c'est-à-dire la substance et les marques telles que je viens de vous les énumérer tout à l'heure. Donc ici aussi, nous avons un saut dans la scolastique Tendai. Vous allez voir que tout ça est important pour résumer le sens de cette division. Donc, il devient impossible de distinguer les éléments de la situation tels qu'ils sont. Tandis que le temps s'écoule tant bien que mal, n'est-ce pas? Tokaku nanyanani suguru hodoni. Soit en discussion, ronji, soit sans rien décider, mijo no mama, sadamenai mama. Pour finalement, tsuini, lorsque l'on agit dans une certaine direction, ippo ni tsukite okinau toki, ce sera celle où entraînera une pensée dépravée, waruki kokoro no hikuhou nite, en raison des considérations mauvaises ou perverties, faisant passer l'absence de voie
pour le principe. Pas, vous voyez ici, mudo dori to ashiku hakaraite. Ce qui constitue un principe où le principe est l'action perverse. Higagoto ni naru ga dori naru dori nari. Nous sommes vraiment dans des temps très dégradés. Tel est le principe des âges où l'étalon du mal, je traduis ainsi le waroki sumpo, n'est-ce pas, no yoyo ochikudaru toki, tokidoki no dorinari, l'étalon du mal, on pourrait dire les mauvais standards, se dégrade d'âge en âge, où le principe n'est que l'ensemble des actions perverses des vicissitudes du temps. Subete yo no utsuri yuku sama no higagoto ga dori nite. Cette période va sans doute de Go Shirakawa jusqu'à l'empereur retiré actuel. Donc nous sommes vraiment dans le présent de Jien. Go Shirakawa, qui est mort en 1192, était le père de Takakura, de l'empereur Takakura, qui est mort en 1181, et lui-même était le père de Go-Toba, l'empereur retiré actuel, qui naît en 1180. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jien ne cherche pas à gagner les bonnes grâces de l'empereur. Retiré, certes, et l'on sait ce qu'il vient de faire, puisque nous sommes au cœur de la crise, n'est-ce pas, de 1219-1221. Donc il ne cherche pas à gagner les bonnes grâces de l'empereur, auprès duquel il a officié comme chapelain pendant tant d'années. Il est difficile de voir ici autre chose qu'une condamnation des événements auxquels Go-Toba a participé, et dont il était au moins partiellement responsable, depuis ses rêves de grandeur associés à sa construction du Saisho Shiten-no-in près du Shoren-in dans les années 1207. Nous l'avons vu il y a quelque temps. Donc voilà, nous sommes vraiment dans le Waroki Sumpo, n'est-ce pas? Ce sont les mesures, on peut traduire en français par les mesures dans tous les sens, n'est-ce pas? Les mesures politiques, etc. Les mesures, les étalons, les standards sont pervertis, Waroki. Et nous arrivons ensuite à cette septième catégorie, c'est bien, vous voyez, c'est très difficile. En réalité, il divise, il fait durer, il met sur au moins trois catégories une période qui est la même et dans laquelle il est très difficile de faire des découpages. Donc en 7, donc, tout ce qui est entrepris dès le début, le Hajime Yori, n'est-ce pas, Omoi Kiwadatsuru Tokoro, les fait à l'aveuglette, Tada Ataru Tokoro ni Shitagaite, sans considération pour les conséquences, Nochi ou Ato no Koto o Kaedimizu, sans que personne, l'agissant, c'est-à-dire Ware, n'est-ce pas, l'acteur comme les autres, ait la moindre connaissance de ce qu'est le principe. Dori to yumono o tsuyatsuya, le tsuyatsuya renforce la négation, c'est tsuyumo, n'est-ce pas? Waremo shitomo shiranu mani. Même principe de conduite, c'est le même principe de conduite qu'a un homme qui souffrirait de... Alors la comparaison n'est pas très élégante, mais c'est le même principe de conduite qu'aurait un homme qui souffrirait de parasites intestinaux et qui, à tel moment, alors qu'il n'est pas en crise et qu'il a soif, décide de boire. Il lui faut peu de temps pour que la crise se déclenche et le mène à la mort. Bon, ça, c'est une considération médicale sur la façon de soigner les parasites intestinaux à l'époque. J'attire simplement votre attention que vous voyez sur le fait ce qu'on dit subaku, n'est-ce pas, les parasites intestinaux, et qui s'écrit sumpaku, semble répondre au sumpo du paragraphe précédent. Il y a un jeu de mots manifestement. Sumpo, subaku. Les waroki sumpo sont comme les subaku, les parasites intestinaux. Donc voilà, les agents politiques ne savent plus quoi faire et le peu qu'ils font va à leur détriment. Là encore, évidemment, c'est la politique de Go-Toba qui est incriminée. Telle est la conception à première vue foncièrement pessimiste de Jien sur la détérioration continue du principe absolu, authentique, qui ne peut que se fragmenter dans sa mise en pratique, yu, n'est-ce pas, dans sa mise en pratique phénoménale, laquelle se développe, Utsui Yuku, dans le cours de l'histoire. Mais la suite de ce livre 7 montrera que Jien ne fait pas que se désoler. Il entend donner des conseils à l'empereur retiré. Et l'on a l'impression que c'est avant tout à lui qu'il songe en écrivant ce texte. Ce sont des conseils très précis sur la conduite à tenir à l'égard du gouvernement shogunal.
Et l'on ne peut que se dire que si Jien avait été écouté, les choses ne se seraient probablement pas déroulées de façon si catastrophique pour l'empereur retiré. Mais nous l'avons dit dès le début du cours, notre enquête n'est pas historique. Elle est philologique. Et il s'agit d'une philologie fondée sur la religion. Nous poursuivrons de ce point de vue d'ailleurs la lecture du livre 7 au cours du séminaire. Cependant, il nous faut ici, avant d'aborder la question de la langue, que nous ferons la prochaine fois, réfléchir à un aspect qui me semble crucial pour comprendre la façon dont Jien raisonne. Nous avons vu que nous devions très certainement comprendre le kaku no gotoku de tout à l'heure comme un déploiement en japonais du dogme lotusien, dans le sutra du lotus, donc des Junyose, des 10 incités. Ce n'était pas bien sorcier de le prédire, puisque Jien va consacrer un peu plus loin, dans le même livre, un paragraphe à ces 10 incités précisément, ce qui confirme notre lecture. Mais cela nous montre aussi que sa réflexion, fût-elle historique, est littéralement modelée par les catégories dogmatiques du Tendai. Cela peut-il nous aider à comprendre pourquoi il a ainsi divisé en 7 parties les tribulations historiques du principe? Car il faut bien reconnaître que si son analyse de la dégénérescence du principe tel qu'il se manifeste au long des règnes présente un grand intérêt rhétorique, elle pêche autant par le caractère artificiel de ces divisions que par son à peu près historique. Inutile de revenir sur ce second point, nous voyons facilement tout ce que peut avoir d'artificiel sa grille des périodes historiques pour les âges anciens, là où il tente d'appliquer ces catégories d'occulte et de manifeste, catégories auxquelles il renonce lorsqu'il arrive aux périodes à propos desquelles il a des arguments plus concrets à proposer. Et chacun peut voir aussi que les 3 dernières divisions ne sont guère convaincantes dans leurs différences, qui sont à peine des nuances. Elles sont dans la continuité les unes des autres. Et l'on pourrait même adresser le même jugement à la 4e catégorie. De la 4e à la 7e, donc, c'est la dégénérescence inévitable de l'âge de la fin de la loi. Nous revoici donc à la question, pourquoi cette période? Avant de tâcher de répondre à cette question, voyons les quelques lignes de conclusion que Jien apporte à ce passage. Ainsi, depuis le commencement de l'État japonais, à mesure que les facultés, kiryo, et les rétributions karmiques, kaho, des souverains et des ministres dégénéraient graduellement, otoroete yuku ni shitagaite, n'est-ce pas, le cours du monde se poursuivait, tandis que le principe tel qu'il était, kakaru dori, se voyait sans cesse remodelé, tsukurikae tsukurikaeshite. Dans le principe constant du début à la fin de l'âge cosmique, encore une fois, il revient sur cette idée de Gosho Gomatsu no Dori-ni, dans le principe constant du début à la fin de l'âge cosmique, viennent s'inscrire clairement shito tsukuri arawasuru nari, les actions produites par les facultés des souverains et ministres, comme du peuple, souverains et ministres et peuple, vous voyez la trilogie, Oshin Banmin ou Manmin ici, de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Bon, je n'insiste pas sur la découpe chronologique qu'il fait sur Joko, Chuko, traduisons simplement Antiquité et Moyen-Âge sans aller plus loin, selon le double axe de la loi de Bouddha et de la loi royale. Je m'éloigne ainsi de la traduction des deux commentateurs, mais je pense qu'elle est fondée. Je n'insiste pas là-dessus. Aussi, de quelque façon que l'on envisage l'action politique, tokaku homo tomo, elle ne sera pas adéquate, kanau magikereba, elle ne sera pas adéquate à la situation. Et cette inadéquation mène à la décadence. Kanawade ochikudaru nari. Nous retrouvons dans cette conclusion le même pessimisme qui s'est exprimé dans la grille des étapes de la dégénérescence du monde et de l'histoire japonaise. Bien sûr, il n'y a pas à revenir sur le fait que Jien l'inscrive dans le cadre d'un âge cosmique, d'un kalpa, ce qui semble un peu disproportionné, nous l'avons vu. Après ces lignes, Jien, je ne vous les traduirai pas, mais Jien, je les résume, Jien poursuit en reprenant quelques préceptes bouddhiques généraux et très clairs, n'est-ce pas? Vous voyez bien le Shohaku Mosa, n'est-ce pas? Shohaku Makusa, Shozen Bugyo, ne pas faire le mal, se consacrer au bien, etc. Ce sont quelques termes des principes généraux et très clairs, comme dit Kira Kira, n'est-ce pas? Comme vous voyez ici, Kira Kira Toshite, sur lesquels ne nous attardons pas.
qui constituent un principe immuable et peuvent agir comme antidote lorsqu'on y réfléchit en les comparant à la dégénérescence du principe manifesté dans l'histoire, telle qu'elle a été exposée précédemment. C'est ce qu'il dit dans la dernière ligne. Mais comment mener cette réflexion, dira-t-on? On ne peut certainement pas l'enseigner aux gens. Ce sont ceux qui sont pourvus de sagesse. Et vous voyez à la deuxième ligne, Chie aran shito no waga chige nite shirubeki nari. Ce sont ceux qui sont pourvus de sagesse, qui comprendront selon leur capacité de sagesse et de compréhension. Ge, kai, c'est pas, que l'on pourrait traduire aussi par un décryptage en quelque sorte. Et Jien se propose de le révéler au gré de sa réflexion et avec les paroles qui lui viendront à l'esprit, n'est-ce pas? Kokoro no oyobi kotoba no yukan hodo oba moshi hirakubeshi. Il faut s'arrêter sur le terme de chige, sagesse et compréhension, qui veut dire kai, n'est-ce pas? Ge, analyse, faculté de dénouer. C'est celle qui permet de mettre en œuvre cette opération intellectuelle que Jien désigne de façon répétée par le verbe omoi awasu, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, faire se rencontrer par la réflexion, mettre ensemble par la réflexion. Or, nous venons d'en avoir un indice évident avec le lien Kaku no Gotoku Nyose. Nous voyons que Jien, comme beaucoup de lettrés versés dans le bouddhisme, même lorsqu'il écrit en japonais, a constamment à l'esprit les termes doctrinaux exprimant les dogmes qui modèlent sa réflexion. Et ainsi que nous le voyons d'après le vocabulaire employé, Jien a pour but de déchiffrer l'histoire, c'est-à-dire de comprendre la façon dont le principe s'y déroule. Ainsi que le suggère le terme de ge, déchiffrer, il se livre à une exégèse geishaku, n'est-ce pas, kaishaku dirait-on en japonais moderne, des événements qu'il a regroupés. Or, il existe une riche tradition exégétique du Tendai qui remonte au traité du fondateur chinois Zhi Yi au VIe siècle. Nous ne pouvons certes pas l'exposer ici, mais contentons-nous de mentionner ce qui, à mon sens, explique cette curieuse division en 7 de l'évolution historique du principe. Mentionnons seulement que les 3 grandes méthodes exégétiques sont celles qui se développent selon 4, 5 ou 7 étapes. C'est bien sûr la 7e exégèse, que l'on appelle Shichiban-guge, qui nous intéresse ici. Elle est en réalité une modalité de ce que l'on appelle le quintuple sens mystique, Goju Gengi, Goju no Gengi, qui a pour but de pénétrer le sens profond du Sutra du Lotus. Relevons simplement que dans ces 5 degrés du sens mystique se trouve le discernement de la substance, Bentai, et la discussion de l'application, Ron-yu. Vous voyez que c'est exactement ce dont il était question tout à l'heure lorsqu'il employait les mots Tai et Yu dans la même phrase. Certes, notre moine ne tente pas de plaquer telles quelles les catégories du déchiffrement commun en 7 étapes. Le Shichiban-guge, pour le dire d'un mot, n'est-ce pas, est une sorte d'exégèse subsidiaire qui s'applique au quintuple sens mystique. C'est-à-dire que chacune des étapes du sens mystique va être de sens mystique, donc gen en japonais, qui se rapproche de myo, n'est-ce pas, le myo qui veut dire occulte. Et donc, le guge, vous voyez que guge, pour moi, ressemble étrangement à omoi awasu. Ge veut dire déchiffrer, faire l'exégèse, gu, en mettant en commun. Une exégèse qui s'applique aux 5 étapes, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que je propose comme traduction déchiffrement commun en 7 étapes. Mais on ne voit pas quelle autre grille de lecture aurait pu mener Jien à établir ces 7 divisions. D'autant plus que chacun peut voir qu'ils sont loin de couler de source, puisque c'est vraiment artificiel, n'est-ce pas? Les dernières paraissant établies seulement pour parvenir au nombre de 7. Et plus troublant encore, nous voyons, je n'insiste pas sur la division des 7, mais de ces 7 étapes, mais vous voyez que la 5e, c'est le Ryoken, discussion par questions et réponses. Et c'est exactement ce que va faire Jien dans ce 7e livre. Il va se livrer à un Ryoken, avec lui-même en quelque sorte. Je ne reviens pas sur contemplation de la pensée, Kanjin, n'est-ce pas, qui est aussi quelque chose de décisif chez Jien, mais je ne peux y revenir ici. Remarquez que le 7e, Ei, l'intégration des différences,
peut aussi s'entendre dans l'argument même que va présenter JN, puisque la fin du livre 7 sera consacrée à résorber les antagonismes entre le pouvoir impérial et le pouvoir shogunal. Donc il y a, me semble-t-il, et nous pourrions reprendre point par point toutes ces choses, n'est-ce pas? Là, la première étape, c'est l'assignation, c'est-à-dire désigner la chose, désigner l'objet. C'est ce que fait JN dans son résumé de l'histoire japonaise, et surtout dans les 2 premiers livres où il donne les lignées impériales. L'attestation scripturaire, ce sont évidemment les citations qu'il fait des histoires antérieures. L'ordre de production, shoki, qui est comme innen, c'est les causes qu'il donne à ces événements, qui, dans sa propre conception, homoi awasu, dans sa réflexion, l'examen analytico-synthétique, qui consiste à diviser kai, ensuite pour remettre ensemble, et encore une fois, nous avons homoi awasu, etc. Donc vous voyez que tout correspond, mais de façon tout à fait subliminale, c'est-à-dire que ce ne sont pas dans les divisions même de l'histoire que cela s'entend. Simplement, ce JN a en tête cette septuple base d'exégèse. Donc, il nous semble parfaitement envisageable de soutenir que JN s'est fondé sur les 7 étapes du déchiffrement commun, et Gu désignant ici le rapprochement entre l'occulte et le manifeste, Myo et Ken, le principe profond et les principes remaniés dans le phénoménal, et qui résonnent avec le verbe homoi awasu. C'est là-dessus qu'il s'est fondé, donc, sur cette grille, pour établir cette curieuse division en 7 de l'histoire japonaise. C'est sur cette mise en évidence de l'étroite relation de la pensée historique de JN avec la scolastique Tendai la plus éloignée, a priori, de l'application phénoménale que nous devons quitter l'essai sur l'histoire. Pas tout à fait, cependant, car nous devons encore rendre compte du rôle qui joue la langue japonaise. Ce sera le thème de notre dernier cours avant la conclusion générale. Je vous remercie pour aujourd'hui.